Avec l'arrivée de l'automne, la végétation a pris toutes les teintes de l'été indien. Jaune, ocre, rouge, orange. Je ne me lasse pas de contempler la forêt qui se décline sous toutes ses couleurs. C'est un enchantement de courte durée et il faut profiter de chaque instant. Mes yeux se régalent devant tant de splendeur. En cette saison, la nature n'est pas seulement généreuse en paysage, mais elle offre également aux animaux de la forêt de quoi faire des provisions pour survivre à l'hiver qui va arriver. Les chênes ploient sous le poil des glands qui sont très nombreux cette année. Quant aux hêtres, ils fournissent des faînes. Mais d'autres fruits sont également au menu de la forêt, comme des châtaignes et des noix, sans oublier les champignons. En automne, avant la saison froide, les animaux du bois sont très actifs. Les écureuils et certains oiseaux comme les geais font le plein de provisions qu'ils cachent dans des cavités au sein des arbres. Quant aux sangliers, ils mangent tout ce qu'ils trouvent pour prendre du poids afin d'avoir des réserves de graisse afin de survivre durant les longs mois de diète à venir. C'est la période idéale pour aller faire une balade en forêt et tenter de les apercevoir. Après 1 heure de recherche, j'ai réussi à les localiser grâce à mon flair qui s'est développé et affiné au fil de mes aventures en nature. Les voilà! Les sangliers se déplacent constamment en fonction de la nourriture. L'automne, on les trouve souvent près des chênaies et des hêtraies. Et dès qu'il y a un coup de vent, ils sortent de leur cachette pour vite aller chercher la nourriture qui tombe des arbres. Les conflits au sein des groupes de la harde sont fréquents et les spots intéressants sont jalousement gardés. Même les petits qui ne respectent pas la hiérarchie sont sévèrement réprimandés. Autant les mères peuvent être hyper protectrices face à d'autres espèces ou des prédateurs, autant au sein du clan, les petits doivent marcher droit. Ces remises à l'ordre sur les petites bêtes rousses peuvent paraître rudes, mais les sangliers sont de véritables guerriers. Dès leur plus jeune âge, ils se bagarrent sans arrêt pour se démarquer des autres. Et avec une progéniture aussi nombreuse, une mère doit être intransigeante si elle veut garder le contrôle sur ses rejetons. Dans les réserves naturelles ou les forêts interdites à la chasse, les sangliers passent leur journée à la recherche de nourriture. Mais partout ailleurs, ils sont obligés de se terrer et ne peuvent sortir que tard le soir. Leur odorat, qui est supérieur à celui d'un chien, leur permet de détecter des aliments, même profondément enfouis dans le sol, comme des bulbes, des vers blancs, des larves ou des truffes dont ils raffolent. Et leur groin leur sert à les déterrer à coups de boutoir. Pour avoir vécu plusieurs mois avec des sangliers, j'ai observé qu'ils avaient leurs petites habitudes. Cette harde fait plusieurs fois par jour le même parcours sur quelques kilomètres carrés, allant de chêne en chêne. Les petits marcassins, les bêtes rousses et les bêtes de compagnie suivent le mouvement et les jeux sont momentanément mis de côté. L'instinct de survie prédomine déjà. Chaque centimètre de végétation est soigneusement fouillé et retourné pour ne rien manquer. Et quand ils ont la chance de trouver de quoi manger, ils se dépêchent de tout grignoter avant qu'un membre du clan ne vienne chaparder.
Afin de pouvoir les observer et faire des images sans les déranger, j'ai monté un affût près d'un chêne sur leur parcours quotidien. Tout à coup, un jeune sanglier s'est retrouvé à quelques mètres de moi. Il était si près que mon objectif ne me permettait pas de le filmer correctement. Je pouvais voir chaque détail de son anatomie, ses oreilles, ses yeux, ses pattes. Mais j'ai tout de suite remarqué qu'il ne respirait pas la pleine santé. Le poil terne, l'œil un peu vitreux, un comportement apathique et le fait de se tenir en retrait du groupe, ce sont les signes évidents qu'il était faible ou malade. J'ignore s'il survivra à l'hiver qui arrive à grands pas. Ce sont les dures mais justes lois de la nature. Seuls les plus forts perpétueront l'espèce. Durant la première année de leur vie, les petits et les bêtes rousses subissent les maladies, la prédation et la faim. Sur 8 à 9 marcassins, seul un tiers survivra. Dans cette autre fratrie, on peut également deviner que le marcassin tout chétif qui reste couché, au lieu de manger pour prendre des forces, ne passera sans doute pas l'hiver. La naturaliste passionnée que je suis profite d'emmagasiner une foule d'informations en les regardant vivre. Je ne m'en lasse pas. Et puis, les sangliers n'ont jamais fini de nous surprendre, comme cette jeune Leigh avec qui j'ai noué des liens d'amitié et de confiance et avec qui le camouflage était inutile. En la regardant s'acharner sur une branche, j'ai tout d'abord pensé qu'elle voulait l'utiliser pour faire un chaudron, un nid pour ses petits à venir. Mais elle l'a déposé il y a quelques mètres de moi, comme un présent, puis s'est encore approchée, cherchant clairement le contact. Je n'osais plus bouger et je craignais que le moindre geste de ma part ne la fasse fuir. Mais elle avait compris que j'étais son amie. Cet instant magique restera, comme de nombreux autres, gravé dans mon cœur. Elle est restée là, tout près, durant plusieurs minutes, à me sentir, à m'écouter lui parler. Tant de gentillesse au fond de ses yeux. Mon ami cinéaste animalier, Samuel Menachant, également grand amoureux des sangliers, a vécu la même histoire avec une Leigh. Il en parle avec beaucoup d'émotion de le magnifique portrait qui lui est consacré et que vous pouvez visionner sur ma chaîne. Comment peut-on ne pas aimer les sangliers ? La réponse est simple, par méconnaissance, par ignorance. Tout comme les cochons enfermés dans des porcheries sordides avec lesquelles on n'a jamais de contact et donc aucune empathie, les sangliers que peu de gens ont la chance de rencontrer sont méprisés. Le monde rural prédomine sur la nature et au lieu de trouver des solutions à long terme, nos autorités et le monde de la chasse préfèrent inciter les citoyens et citoyennes à prendre le fusil, pensant ainsi régler un problème. Mais ne serait-ce pas plutôt nous autres humains le problème que la nature doit subir ?